Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, déjà je vous souhaite une bonne année 2023, et pour démarrer cette nouvelle année, je reviens sur du classique avec une petite machine Hack the Box qui s'appelle Sneaky Mailer. Alors, comme à chaque fois, j'ai déjà effectué le scan Nmap de la machine pour gagner du temps. Il est ici présenté, pas mal de ports ouverts, relativement classiques, FTP, HTTP, SSH, du mail avec du SMTP IMAP et un deuxième HTTP. Donc pour gagner du temps, je vais prendre la bonne piste, mais normalement il faut explorer tous les ports, genre il faut regarder sur le FTP s'il n'y a pas du Anonymous, etc. etc. Mais ici, la bonne piste c'est de creuser les vhosts dans un premier temps. Donc comme on peut le voir sur la sortie du scan map, on voit que le domaine de la machine c'est sneakycorp.htb, puisqu'il y a un redirect qui nous l'indique. Et du coup on va scanner s'il n'y a pas d'autres, des sous-domaines présents sur cette machine. Donc je rappelle que le vhost pour virtual hosting, c'est une méthode qui permet d'héberger plusieurs domaines plusieurs noms de domaines sur une seule IP. Et du coup, ou sur un pool de serveurs d'ailleurs, mais en tout cas l'idée c'est que du coup la machine va faire le tri en fonction du sous-domaine demandé. Donc ça peut être intéressant en prenant une word list, un dictionnaire de sous-domaines assez répandus, de tester s'il n'y a pas des sous-domaines qui fonctionnent sur cette cible. Donc allons-y avec wfuzz, je pense qu'on l'a déjà fait. Donc je prends un top 100 000 de sous-domaines assez répandus, je vais sur la cible, je cache quand la réponse est standard, et on voit rapidement qu'il trouve un sous-domaine dev, et je crois que c'est le seul sous-domaine à trouver, donc je vais arrêter, mais sinon en temps normal vous l'auriez laissé tourner. Donc maintenant qu'on a trouvé ce sous-domaine, allons voir un peu à quoi ressemblent ces cibles. Donc dans un premier temps, si on va sur Sneaky Corp, je suis un gros flemmard donc je vais essayer de faire un copier-coller. Voilà, je prends celui-là. Tac tac. On voit qu'on est sur un site qui parle de PYPE, je sais pas comment ça se prononce, on en reparlera après. Et on a une team avec plein d'adresses mail. Et c'est tout pour ce site. Et si on va sur dev, alors oui, je rappelle que pour pouvoir faire tout ça, j'ai renseigné le fichier etc host avec Sneaky Corp et dev. Celui-là, on n'est pas censé l'avoir encore trouvé, donc on peut l'ignorer pour l'instant. Et donc par contre dev, on l'a trouvé avec wfuzz, donc voyons voir à quoi ça ressemble. C'est strictement le même, on a juste un bouton en plus ici, register, qu'on va peut-être explorer plus tard, mais sinon c'est tout pareil. Donc là l'indice à utiliser pour démarrer cette machine, c'est le nom de la machine comme souvent, qui s'appelle donc Sneaky Mailer. Sinon vous pouvez passer pas mal de temps à chercher des failles sans en trouver, puisqu'en fait le but du jeu ça va être d'envoyer du phishing. Et d'envoyer du phishing où sur ces adresses mail ici. Et en utilisant quel serveur? Évidemment en utilisant le serveur SMTP de la cible. Et du coup j'en profite pour parler de la hackeuse du mois qui est Bridget, puisque j'étais le mois dernier à la Black Hat Europe à Londres. C'est la première fois que je faisais la Black Hat, et du coup elle a fait une présentation que j'ai trouvé vachement intéressante sur ces fameuses campagnes de phishing qu'on fait pour sensibiliser dans l'entreprise. Et donc elle essaie de penser un peu ces campagnes au niveau de critiquer, je dirais même un peu ces campagnes d'un point de vue efficacité, puisque apparemment quand on fait des statistiques on se rend compte que les gens
suite à des campagnes pendant 6 mois, ils font attention à pas cliquer sur n'importe quoi, et puis un an après, ils ont tout oublié. Et puis aussi sur tout ce qui est impact psychologique, etc. Bref, c'est assez intéressant d'ouvrir le débat là-dessus, sur la pertinence de ces exercices de phishing pour sensibilisation. Donc faisons notre phishing. Dans un premier temps, je vais récupérer la liste des mails présents sur ce site. On voit ici qu'il y en a, si on fait show sans tri, il y en a 57. Donc évidemment, on va pas les récupérer un par un. On va faire une petite commande. Une commande assez simple, qui consiste à faire une requête curl sur cette page, à grepper tous les arrobases et à découper pour que ça sorte les adresses mail. Du coup, mon fichier email contient les 57 mails présents sur cette page du site. Et donc ensuite, on va envoyer des mails à ces différents mails en utilisant Swax. Et Swax, je crois qu'on l'a déjà utilisé par le passé, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Hop. Donc la commande ressemble à ça. Swax, j'envoie à qui? À chaque adresse mail présente dans le fichier email, qui est parsé comme il faut. En source, je mets test avec un mail de leur domaine. Sujet test, corps du mail, merci de cliquer sur le lien. Alors ici, j'ai mis l'IP 10.14.2. Est-ce que c'est bien l'IP que j'ai récupéré? 10.10.14.2, parfait. Et donc j'envoie sur le serveur SMTP. Je rappelle, je remontre que on a un serveur SMTP ouvert sur la cible. Évidemment, après ça dépendra de sa configuration. Et donc si j'envoie ça, l'idée c'est de voir si les gens vont cliquer. Donc afin de voir si les gens ont cliqué, il faut que je mette un serveur sur mon adresse IP et un serveur sur le port 80 puisque j'ai mis du HTTP. Donc allons-y. Est-ce que ça passe? Ça a l'air d'envoyer des mails. Est-ce que quelqu'un va cliquer dessus? Yes. Et du coup, bon, pas très réaliste cette partie-là, parce que quand la personne clique sur le lien, ça génère une requête post, on sait pas trop pourquoi, avec son mail. Ici on voit que c'est Paul Bird qui a cliqué, et le mot de passe de son mail. Donc ça serait vraiment une application mail mal codée pour que ça fasse un tel comportement. Mais je pense que ce que voulait l'auteur à l'époque, c'était simuler un phishing. Et donc dans un vrai phishing, on aurait plutôt mis un lien vers un site qui demande les login mots de passe de la personne, et la personne les aurait renseignés, et donc on les aurait bien récupérés sous ce format-là, mais on aurait dû faire un site vitrine un peu plus beau que ça. Bien, ceci étant fait, allons tester ce mail. Alors on va tester, ce mot de passe. Où est-ce qu'on va tester ce mot de passe? Alors on pourrait le tester sur SSH, tout ça, FTP, mais je crois que rien de tout ça va fonctionner. L'idée ça va être d'utiliser ce mot de passe sur le serveur IMAP. Donc si on regarde ici, on a aussi un serveur IMAP en 143 et la version chiffrée en 993 pardon. Et donc vu qu'en plus c'est un login email a priori, il y a des chances que ce soit intelligent de checker la connexion IMAP avec ce login mot de passe. Alors pour faire ça proprement, je vais aller sur CyberChief, un site sur lequel je suis souvent allé, je ne le représente pas. Et pourquoi je vais sur CyberChief? Tout simplement pour faire un URL des codes là, comme ça on l'aura, vu que le mot de passe est assez imbitable, on l'aura proprement. URL des codes, tac.
Voilà, mot de passe bien imbitable. Et si on fait parce qu'il y a deux paramètres, air password et password tout court. Donc on voit pas bien, mais c'est exactement les mêmes. Et puis tant qu'à faire, mettons aussi le premier paramètre email, qui est bien paulbird@sneakemail.htb. Perfect. Donc maintenant qu'on a récupéré ces creds et qu'on veut les tester sur IMAP, donc il y a deux solutions, on va dire, enfin il y en a même plein, mais il y a une solution barbue entre guillemets, c'est-à-dire se connecter en netcat, en ligne de commande et tout faire en ligne de commande. Et la solution un peu plus flemmard, utiliser un client mail. On va faire la solution flemmard puisque, comme vous avez pu le remarquer, je suis quand même assez flemmard sur pas mal de choses. Et on va utiliser par exemple le client mail Evolution, qui est donc le client mail fourni par défaut sur GNOME, si je dis pas de bêtises. Et c'est d'ailleurs un client mail qui avant appartenait à Novell Evolution, puis à Ximian Evolution, quand ça a été acquis en 2003 apparemment. Et donc maintenant c'est toujours le client mail officiel de GNOME. Et tant qu'on est sur les définitions, je rappelle aussi que IMAP, le protocole qu'on veut utiliser là, donc c'est-à-dire soit le port TCP 993, je vais remontrer le scan and map, il est là, soit le port TCP 993, soit le port TCP 143. Et bien IMAP, ça veut dire Internet Message Access Protocol, et donc c'est un standard internet qui est utilisé par les clients mail pour récupérer des messages email depuis un serveur mail à travers une connexion TCP/IP, du gros classique, mais c'est pour les débutantes et les débutants, c'est important de rappeler les BABA. Ok, alors maintenant qu'on a rappelé les BABA et qu'on a le login mot de passe et que j'ai lancé le client mail Evolution, configurons ça comme il faut. Alors, il y a un welcome, on s'en fout, restore from backup, on s'en fout, identity, je crois qu'on s'en fout aussi. Ah, il veut vraiment un truc, donc on va s'appeler Lisbeth. Je peux pas me passer au suivant. Je crois qu'en vrai on s'en fout, je peux pas dégager ça. On va agrandir la fenêtre, on va aller directement dans les paramètres, peut-être ce sera mieux. Donc edit account, et là il doit y avoir add mail account. Ah non, on retombe sur la même chose, autant pour moi, donc il faudra vraiment mettre quelque chose. Alors si je mets n'importe quoi, genre Lisbeth @sneakymailer. Ah non, remarque, j'ai peut-être intérêt à mettre un truc plus réaliste, c'est-à-dire le mail de Paul. Voilà, là il me laisse passer à la suite. Alors ici on configure le serveur, donc le serveur c'est facile, c'est notre cible, hein, qui est donc le serveur IMAP sur lequel on veut lire les mails. Le username, ça va donc être Paul Bird. On peut le voir ici, même pas sûr. Est-ce qu'on peut le voir directement ou on le déduit? On ne peut pas le voir directement. Donc en général, hein, sur des serveurs mail, le nom de compte, c'est tout simplement le mail mais sans l'arrobase. Donc c'est cette hypothèse qu'on prend pour tenter ce nom d'utilisateur. On laisse le TLS parce qu'on va directement taper sur le port sécurisé tant qu'à faire. Et on va prendre une authentification en tant que mot de passe. Passing option, on laisse tout par défaut. Serveur SMTP, c'est pour envoyer des mails. Nous on va pas en envoyer, donc on s'en fout un peu, mais bon, comme on peut pas cliquer sur next, c'est grisé, je vais mettre comme serveur SMTP le serveur cible. Ça on s'en fout. Apply. Donc là il met est-ce que tu es d'accord pour accepter ce truc là? Oui. Donc ce truc là c'est parce que c'est la première fois qu'on se connecte et que c'est pas un truc signé avec une PKI, etc. Il me demande le fameux mot de passe de Paul. Il est là.
tellement imbitable que je vais pas m'amuser à le taper. Alors ça met des messages d'erreur un peu chelous, mais normalement ça marche quand même. Donc si je vais sur Inbox, Sent Item, parfait, on voit qu'il a envoyé des mails, donc on a bien accès à ces mails de ce Paul Bird. Et donc il y a deux mails, les deux sont intéressants de mémoire. Le premier, c'est un login mot de passe d'un compte développeur, donc effectivement super intéressant. Et le second, ça parle de d'une tâche qu'il doit faire, et il doit donc tester un module PIPI, jusqu'à la fin je ne saurais pas le prononcer, PIPYPI, mais ça on va le voir après. Donc maintenant que j'ai récupéré ce login mot de passe développeur, évidemment j'ai envie de le tester pareil sur différentes cibles. Et la cible qui sera intéressante, toujours pareil pour gagner du temps, c'est le serveur FTP. Donc le serveur FTP sur le port TCP 21. Je devrais laisser en fait une fenêtre sur le résultat du scan and map parce qu'en fait on passe son temps à le regarder. Il est où? Je vais peut-être mettre celle en bas à droite. Surtout que celle d'en bas à droite on en a plus trop besoin. Je vais peut-être l'enlever, remarque. Bref, donc le port 21 ici du VSFTP 303. Donc je vais créer en haut à droite une nouvelle fenêtre et je vais me connecter sur ce serveur FTP avec le compte qui est ici développeur et le mot de passe pareil, je m'amuserai pas à taper et ça passe. Donc on a un répertoire dev avec différents fichiers. Quand on regarde attentivement les fichiers, genre on en télécharge un et on regarde, ça ressemble fortement, et c'est genre quand on voit Team PHP, on peut se dire que c'est le site sur lequel on accède ici. Et je confirme que c'est celui-là. Alors en plus, quand on allait dans le répertoire dev, on imagine que c'est la version dev et pas la version en prod. Et c'est confirmé, effectivement, si on fait l'exercice, je passe, pour passer plus vite, c'est pas le plus intéressant de cette machine. Et du coup, là en fait, la technique pour obtenir une RCE, ça va être d'écrire un fichier sur ce répertoire, un fichier PHP, et qu'on va exécuter à travers le navigateur. Comme ça, on aura de l'exécution de code à distance. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une backdoor PHP classique qui est disponible nativement sur Kali, la Simple Backdoor, et je vais l'envoyer via FTP dans le répertoire racine, enfin racine de dev, et l'appeler lisbeth.php. Parfait. Testons si cette backdoor fonctionne. Je vais y aller en curl pour que ce soit un peu plus clair, et je vais y aller en bas à gauche. Ça passe, on a bien de l'exécution de code. Ici j'ai fait juste la commande id pour confirmer l'exécution de code. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter un reverse shell. Vous aurez deviné que le but du jeu quand on a de l'exécution de code, c'est d'avoir un shell tant qu'à faire. Donc je vais écouter sur le port 443 parce qu'en général c'est un port qui est pas filtré en sortie par le firewall s'il y en a un. Et puis je vais lancer mon reverse shell qui est donc une commande bash classique qu'on a utilisé plein de fois, je ne la répète pas. Tac. Et il met not found. Alors ça du coup en fait c'est pas très réaliste, enfin pas très réaliste, il y a un script qui tourne sur la machine je crois quand les gens l'attaquent à plusieurs dessus, éviter qu'il laisse trop longtemps en web shell.
Du coup, il faut relancer assez fréquemment ce truc là tant qu'on n'a pas le reverse shell, parce que sinon il est effacé par une cron. Voilà. Mais maintenant qu'on a le reverse shell, on ne devrait plus avoir cette problématique. Donc on a un reverse shell en tant que www.data. Parfait. À partir de là, donc on va faire de l'énumération classique. Puisque si je regarde /home, on n'a pas d'utilisateur www.data, logique, et si je vais dans l'eau, on voit que le user.txt il est là, et si j'essaie de l'afficher, j'y ai pas accès. Donc pour l'instant on n'a toujours pas le premier flag de la machine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah énumérer un peu ce qui se passe. Sachant que il y a une chose intéressante si on fait un PS. Non, on le voit pas en fait avec un PS. Il faudrait faire un PS aux peut-être. C'est mieux. Et si on fait un PS aux, on voit ici cette ligne qui tourne en tant que PYPI. D'ailleurs, si je fais un cat/etc password, on voit que moi à l'heure actuelle je tourne avec www.data. On voit que le flag qu'on cherche est dans l'utilisateur low, le premier flag, parce que le second flag ce sera en route. Et on voit que il y a donc un utilisateur PYPI sur cette machine avec un répertoire racine ici. Donc on identifie, c'est comme ça qu'on identifie le troisième sous-domaine que j'avais dans mon fichier etc host. Enfin, on peut l'identifier autrement, mais c'est une des solutions pour l'identifier. On voit qu'il y a quelqu'un qui est connecté à la machine avec un reverse shell. C'est moi. C'est pas très discret, je l'avoue. Donc si je reviens sur cette liste et que je prends la ligne dont je parlais, donc il y a un process qui tourne en tant que PYPI, donc dans ce fameux répertoire web sous-domaine, et il tourne sur le port 5000 en localhost. Donc il n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc ici quand on a le -a update download list, c'est toutes les actions qui requièrent une authentification sur ce serveur PYPI. Et le disable fallback, c'est plus des histoires de redirection. -o c'est pour du overwrite existing. Bref, le reste c'est moins passionnant. Bref, donc une fois qu'on a vu ça, on se dit c'est quand même une piste intéressante, surtout que je rappelle qu'on avait un mail qui disait qu'il devait bosser là-dessus, le pôle. Donc creusons cette piste. Donc je vais dans le fameux répertoire je fais un CD, je tombe plus. Parfait. Le fameux répertoire pypi.sneakycorp.htp. Et là-dedans, on a quoi? On a package venv. Et on a un .htpassword. Et .htpassword, donc pour rappel, c'est donc un fichier à plat qui contient des noms d'utilisateurs et des mots de passe pour l'authentification basique sur un serveur Apache HTTP. HTTP Apache pour être plus français. Donc si on l'affiche, on voit cool, il y a effectivement un utilisateur avec un hash, donc avec l'authentification basique. Donc ça peut être une super piste pour récupérer un nouveau mot de passe et faire un mouvement latéral. Donc essayons, je vais mettre dans on va faire un mousepad, je vais l'appeler py.h et on copie-colle donc la ligne en question. J'enlève le nom d'utilisateur avant, je mets que le hash.
Je pense pas que ce soit super pertinent de mettre deux, enfin je crois qu'avec les deux ça va marcher. Et donc je lance un H4 là-dessus. Avec le dictionnaire OQ comme d'habitude, hein, puisque c'est un peu la convention, s'il y a du cracking à faire, c'est avec ce dictionnaire. On voit qu'il le trouve et que le mot de passe associé à ce condensat c'est Soufiane El Aoui. Donc on a un nouveau mot de passe, c'est cool. Alors on a un nouveau mot de passe sur cet utilisateur PYPI et j'ai oublié de préciser la base, mais donc PYPI ça veut dire Python Package Index et donc c'est la repository, je sais jamais comment, je crois qu'on dit catalogue en français, donc le catalogue logiciel third party, enfin j'ai du mal à traduire. Bref, le catalogue logiciel officiel des dépendances, on va dire, Python. Donc, l'idée c'est que maintenant que j'ai cassé ce hash et qu'on sait qu'il y a un serveur en écoute sur le port 5000 localhost, on peut d'ailleurs, ça peut être pertinent quand même, regarder un peu la configuration Nginx. De ces serveurs. Donc on voit qu'il y a sneakycorp.htb qui a le fameux dev dedans. Et on a donc un deuxième fichier pour le catalogue. Ici présent. Et donc ici on voit que ce fichier renvoie sur le port 5000 localhost à partir du port 8080. Donc en fait on peut bien le taper depuis l'extérieur sans s'embêter à faire, on va dire, de la redirection à travers le reverse shell qu'on a obtenu. Donc en gros normalement si j'y vais en HTTP sur le site directement, sneakycorp.htb sur le port 8080, on se rend compte qu'effectivement il y a bien une redirection sur le port 5000 et que c'est bien donc un serveur de catalogue de dépendance Python. Du coup, on va utiliser ça pour exécuter du code en tant que utilisateur PYPI, donc faire un mouvement latéral. Pour cela, en fait, comme c'est un serveur de dépendance, on peut créer un package malveillant qui nous permettra, qu'on va uploader sur ce serveur PYPI et comme ça il exécutera ce code. Donc il y a toute une hiérarchie de fichiers à respecter pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire RevShell. Et dans ce répertoire, je suis tellement pas habitué de RevShell, on va créer différents fichiers. Donc on va créer un init.python qui est donc un fichier qui nécessite d'être présent même si on le laisse vide. Il y a plein de fichiers en fait qui ont besoin d'être présents mais qu'on peut laisser vide. Donc il y a un readme, il y a un setup.cfg pour créer un répertoire RevShell qui s'appelle donc le même nom que le package. Dans ce truc là, merde, c'était là-dedans qu'il fallait mettre le init, donc je fais un move.slash bim. Et donc quand je fais je suis dans RevShell, je vais monter d'un cran. Quand je fais un tree RevShell, donc j'ai le readme, j'ai le init, j'ai le setup, il ne manque plus que le setup.py et .python. Et lui par contre c'est le seul qui nécessite d'avoir du contenu. Setup. Ouais, d'ailleurs j'ai peut-être intérêt à faire RevShell setup.py.
Et là donc là faut creuser comment fonctionne ces serveurs PYPI, mais globalement si je mets ça, normalement ça me permettra d'avoir un package qui existe, donc j'ai appelé Lisbeth, et qui quand il sera exécuté enverra un reverse shell sur le port 443. Donc première chose à faire, avoir le serveur en écoute sur le port 443. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'uploader en vrai. Alors j'ai oublié un dernier détail, c'est que du coup quand on va l'uploader, il va aller prendre la configuration du serveur PYPI dans un fichier de préférence, on va dire, comme ça. Et ce fichier de préférence, il est dans .pyrc. Et là je l'ai déjà configuré comme il faut, donc je lui indique que le serveur à utiliser c'est donc sur le port 8080 PYPI Sneaky Corp, et qu'on utilise comme authentification le dernier compte qu'on a compromis dans le .htpassword là en flat file, en fichier à plat. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, normalement, si je fais un setup, alors par contre il faut que je sois dans le répertoire Shell, non, je suis pas sûr. Bon, je vais dans le répertoire où j'ai mis le fichier, mais je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'être dedans. Python setup sdist upload -r sneaky. -r sneaky pour dire que donc en remote c'est sneaky. Si je fais ça, parfait, on voit qu'on récupère un reverse shell. Donc il est bien allé taper le serveur sur le port 8080. Et on a pu récupérer un reverse shell en tant que low. Donc normalement maintenant si je vais dans /home low et que je fais un id-c4 user.txt, on a bien accès au premier flag. Perfect. Et du coup après pour augmenter ses privilèges, ça va être plus rapide. Qu'est-ce qu'on a Python? On a Python, donc je me fais un TTY, un shell avec TTY. On l'a fait plein de fois, je détaille pas. Et donc je fais un sudo -l. C'est un peu lent parce que je crois qu'il y a une histoire de résolution de nom d'hôte qui est mal configurée. Je mets ça en grand. Et on va voir que la piste pour LVC droit est rapide puisqu'il va y avoir une entrée dans le sudo. Nous autorise à utiliser pip3 en tant que sudo. Et donc on peut utiliser ça pour exécuter du code relativement simplement. On va dans par exemple devshm la mémoire swap. Ici on va récupérer le package, enfin juste le setup.py en vrai. Ce que je vais faire c'est que je vais créer s'il n'y a rien qui tourne, super. Je vais remonter d'un cran. Je vais créer un serveur, un répertoire www dans lequel je vais faire un copy pim shell du setup.py qu'on a utilisé. Parfait. Donc j'active un Python 3, un serveur HTTP sur le port 80 tant qu'à faire. Je récupère sur l'IP que j'ai déjà oublié. On a l'IP 10.10.14.2. Donc 10.10. Donc depuis la cible, je récupère sur ma machine attaquante ce fameux fichier setup.python.
Parfait. Et maintenant que j'ai récupéré ça, j'ai plus qu'à faire le sudo qui m'est autorisé, donc celui-là, en faisant un install point, donc je vais installer le setup.py, Python pardon, et pour cela, ça va lancer donc encore une fois un reverse shell sur le port 443, donc je le réouvre un peu en écoute là-dessus. Et ma foi, normalement, ça devrait passer. Comme c'est sudo qui exécute la commande, ça tourne en route. Donc on devrait récupérer un reverse shell en route. Il y a encore le problème de résolution de nom qui fait que ça prend un peu de temps. Bim. C'est tout bon, on a récupéré un shell en route et donc je peux afficher directement le flag route de cette machine. La machine est compromise. Alors, si on se place d'un point de vue Blue Team, comme à chaque fin de vidéo, qu'est-ce qui nous a permis de compromettre cette machine? Donc dans un premier temps, c'est les gens qui cliquent sur des liens. C'est aussi évidemment l'application mail trop mal codée ou quand les gens cliquent sur les liens ça envoie le mot de passe, bon ça on oublie, c'est pas réaliste. Ensuite, qu'est-ce qui est d'un point de vue Blue Team on aurait pu faire? Donc aussi pareil, enfin ça après ça se discute, mais mettre toutes les adresses email des gens sur le site, faut voir si c'est vraiment utile. Sinon, un truc tout bête, mais avoir des mots de passe, enfin des mails qui contiennent des mots de passe en clair, faut éviter. Donc d'un point de vue utilisateur, quand vous avez un mail avec un mot de passe, mettez ça dans votre container de mots de passe et enfin votre KeePass ou autre, et dégagez le mail qui contient le mot de passe en clair. Voilà. FTP on peut pas y faire grand chose, hein. Le compte est compromis. Après, si ce qu'on peut faire sur du FTP, c'est déjà recommander du SFTP et aussi éviter de le mettre en frontal sur internet si vous pouvez, mais plutôt sur un truc accessible uniquement via VPN par exemple. Ensuite, sur l'élévation de privilèges de low. Ah oui, donc faire attention au serveur PYPI, de l'exposer là où vous avez besoin de l'exposer et essayer de mettre des mots de passe compliqués, puisque comme on a vu, celui-là de .htpassword était suffisamment simple. S'il était plus dur à craquer, on n'aurait pas pu se connecter. Et enfin, bon, le classique, faire très attention à ce qu'on autorise dans sudo, puisque si on autorise une commande qui permet d'avoir un shell, c'est gagné pour les attaquantes et les attaquants. Voilà pour la première vidéo de l'année, hein, donc n'hésitez pas à aller à la Black Hat si vous avez l'occasion, c'est vraiment chouette. Et je vous dis au mois prochain, à la fois prochaine, pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.